Il y a des voitures qui marquent l'histoire. L'Austin Mini, la XJ 220, la 458 Italia, et d'autres qui la traversent presque en silence. Bonjour et bienvenue sur Miniaception. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'une des McLaren les plus radicales de l'ère moderne, et pourtant si discrète, la 675 LT. Et parce que parler McLaren sans remonter à la McLaren, ce serait comme un Noël sans foie gras, une C6300 V8 ou encore un politicien. For sure. Pour le premier modèle routier de la marque, McLaren devait taper fort. Impossible que l'écurie Rennes en F1 ne sorte une daube sur route. Il fallait quelque chose qui reflète l'âme McLaren. Le mot d'ordre était simple. Meilleur. Pour le nom, un subtil clin d'œil à la course. F1. Comme prévu, elle est venue, a vu et a vaincu. Comment ? Très simple. 100 chevaux de plus que les concurrentes, avec 627 chevaux et 391 km/h en pointe. Et à l'image des grands athlètes, la marque aura une carrière éclair, puisqu'après ce succès éclatant, elle prit sa retraite et disparut de nos routes pendant 13 longues années. J'aime. Il fallut attendre 2011 pour que McLaren reprenne du service. Seulement, les années sont passées et la concurrence a pris en puissance, au sens figuré comme littéral. Le record de vitesse était désormais détenu par une grosse Golf, Lamborghini profitait du soutien du groupe VAG, Ferrari avait sorti la merveilleuse 458, et Porsche produisait, à 2-3 détails près, la même icône depuis 1963. Retrouver une place sur le marché des supercars était difficile, sauf que l'on parle de McLaren. Non seulement ils ont réussi à mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais en prime, n'étant toujours pas inspirés pour le nom de l'œuvre, ils l'ont aussi mal nommé qu'un enfant d'Elon. MP4-12C. Elle était plus puissante, plus performante et plus économique à l'usage. Et bonus, elle avait les portes en élytre. Seulement voilà, même si la technique est parfaite, ça ne suffit pas forcément dans ce segment. Je vais prendre pour exemple la C63 4 cylindres hybride. Elle a beau être sur le papier supérieure à l'ancienne, elle se vend pourtant moins bien que ses aînés motorisés par 8 cylindres. Parce qu'il faut de l'émotion, des vibrations, une histoire. Et c'est encore plus valable lorsqu'en face vous avez Ferrari, Porsche ou Lamborghini. Et c'est ainsi qu'en 2014, le quatrième modèle de la marque sortit, la 650S. Ce restylage corrige l'un des principaux reproches faits à la MP4-12C, qui était jugé un peu fade. La face avant du restylage, parce que oui, c'est un gros restylage de la MP4, est très inspirée de la P1, l'hypercarré hybride de la gamme. Néanmoins, cette nouvelle McLaren fait désormais face à d'autres monstres techniques, tels que la GT1 Nismo, l'Huracan et bientôt la 488 GTB. Et ces dernières ont derrière elles une histoire et des émotions à revendre. Et c'est ainsi qu'à l'image d'une 911 GT3, McLaren sortit en 2015 la 675 LT. Une version spéciale de la 650S, plus acérée, plus puissante de 25 chevaux, plus légère d'une centaine de kilos avec un aéro retravaillé et un chèque bien plus costaud. Des millions. Limité à 1000 exemplaires, 500 coupés et 500 cabrioles, ce qui représente environ un tiers des modèles 650 vendus. Elle inaugure le badge LT qui signifie longue queue, rapport à la version F1 qui servait en endurance à l'époque. Que ce soit la version standard ou LT, le moteur 3,8 litres V8 semble être une véritable pépite. Malgré les deux turbos, il prend 8500 tours et sort 700 Nm. Il faut dire que ce bloc V8 alimentera l'entièreté de la gamme de 2011 à 2021, année où un V6 viendra l'épauler avec l'Artura. Et si je dois vous donner mon avis sur cette McLaren, j'en suis fan, si vous l'aviez pas déjà remarqué. C'est un peu la version ultime de la MP4-12C, et avec la P1, ce sont mes modèles récents préférés de la marque. Je trouve qu'elle change des traditionnelles italiennes en ayant un soupçon d'âme en plus par rapport aux supercars japonaises, genre la NSX. Mais surtout, j'ai du mal à comprendre pourquoi elles sont à ce point en retrait malgré des qualités évidentes. Malheureusement, n'ayant pas les sous pour acheter le modèle réel, je me suis tourné vers le modèle réduit. Plus précisément, une réalisation d'exception signée AutoArt. Étonnamment, cette dernière est aussi sous-cotée, à tel point que j'ai pu l'acheter pour 80€ neuve. Le plastique explique en grande partie cette cote, mais justement, voyons ensemble si une miniature en plastique peut se prétendre haut de gamme. Pour commencer, on a le droit à l'une des plus belles peintures de ma collection. Je parle pas forcément de la teinte en elle-même, même si c'est un très joli orange. Je parle ici de l'application de cette peinture, pas un défaut à signaler, pas de peau d'orange, etc. Mais surtout, il y a une espèce de tendu très lisse, très pro. On dirait que la peinture vient d'être polichée. Pour ceux qui ne connaissent pas ce fabricant de miniatures, c'est une marque premium avec une attention aux détails assez fabuleuse, comme quoi les marques chinoises peuvent être excellentes.
Cependant, depuis quelques années maintenant, AutoArt est passé de l'acier au plastique, ce qui rend le modèle un peu cheap en main. Elle est très légère, notamment à l'ouverture de une porte par exemple, ou tout simplement lorsque l'on la porte pour la nettoyer ou la changer de vitrine. Alors, Edith, j'ai pesé toutes mes voitures, enfin toutes, on s'entend, donc que ce soit en résine, en acier et en plastique, et finalement elle n'est pas beaucoup plus légère que l'acier, donc c'est assez curieux, mais en main il y a vraiment une sensation très légère. Ceci dit, avec le plastique, on obtient plus facilement une très grande finesse, ce qui se remarque directement sur cette face avant avec des panels gap très convaincants. Je vous laisse apprécier la lame du pare-choc, dont l'effet carbone est directement en relief, et le sens des fibres est respecté en formant un V au centre de la voiture. Les grilles quant à elles sur presque toute la voiture sont en photodécoupe, ce qui laisse apprécier des petits radiateurs représentés à l'arrière. Et concernant les optiques, je suis mitigé. Autant elles sont superbement détaillées, les points de fixation sont bien masqués, par contre la vitre du phare n'est pas parfaitement ajustée, et c'est un défaut que j'ai remarqué sur tous les exemplaires que j'ai pu voir. Pour une miniature à plus de 200 €, ce serait... ça m'aurait enquiquiné, on va dire. En revanche, pour 80 €, c'est juste excellent. Cerise sur le capot, le logo McLaren qui trône sur ce capot possède une définition exceptionnelle. L'unique essuie-glace, en revanche, lui, n'est pas très fin, mais c'est un reproche qu'il faut faire au modèle réel. Passons au profil et prenons le temps d'apprécier ses proportions simplement magnifiques. Beaucoup de détails en carbone, et cette fois-ci, il est représenté avec deux méthodes, de la décalcomanie et du plastique texturé. Le pied de rétroviseur en forme de vague est bien reporté, les proportions sont assez fines. Le badge 675, encore une fois, est impeccable. On apprécie une fois de plus la photodécoupe sur les grilles, de refroidissement pour les freins et le moteur. Dommage pour ces grilles en partie haute qui sont les seules grilles de la voiture à ne pas être en photodécoupe. Mais il y en a suffisamment sur le reste de la voiture pour qu'on puisse pardonner cette micro-pièce en plastique. Petit aparté pour les joueurs de Gran Turismo 7 ici, je pense que vous serez d'accord avec moi lorsque je dis que des pneus fidèlement représentés, ça change presque tout. Ici, les Pirelli P0 sur les superbes jantes McLaren. J'aurais apprécié qu'il y ait même la dimension des pneus, mais je pinaille. Et concernant les jantes, elles sont tout simplement parfaites, que ce soit les boulons, les disques, les centres de roues, ainsi que les étriers sont d'un très haut niveau, et elles roulent évidemment parfaitement. Seulement, parce qu'on est quand même sur Miniception, je me dois de râler un petit peu, les valves ne sont pas représentées. Ça s'est joué à un rien, j'ai failli ne pas pouvoir râler. Maintenant que c'est fait, je me sens beaucoup mieux et on va pouvoir passer sur les choses vraiment positives. Comme ce petit détail, on aperçoit les grilles du pare-choc arrière à travers le passage de roue, ce qui me laisse parfaitement imaginer les calories des freins arrière s'échapper par là. Et enfin, ce petit catadioptre latéral qui me laisse penser à une version américaine, mais il manque quelques éléments, alors je sais pas trop quelle version c'est censé représenter. Place désormais à l'arrière, où il y a encore une fois de nombreux détails à aborder, et on va commencer par un point négatif qui est de mondu. Cet aileron est magnifique, avec le feu de stop intégré, fixé sur des petits vérins, il est censé se déployer, mais justement, je n'arrive pas à le sortir, et j'avoue que forcer là-dessus me fait un peu flipper, donc je vais pas le faire. Mais bon, c'est pas ce qui m'empêchera d'apprécier cet arrière, qui est vraiment joli. Heureusement, AutoArt nous épargne une face arrière en plastique pleine. Ici, on a droit à de la photo-découpe, formée de manière concave, avec le logo incrusté. Mais la sensation de miniature premium vient particulièrement quand on commence à se pencher sur la baie moteur, puisque, encore une fois, de la photodécoupe est présente. Je devrais mettre un compteur de photodécoupe durant cette vidéo. Et à travers ces grilles, on aperçoit la ligne d'échappement avec une teinte façon titane. Le sentiment de premium continue avec les aimants, qui permettent aux ouvrants d'avoir toujours la bonne place en position fermée. Le moteur est à l'image du reste, avec une modélisation assez profonde, l'admission en partie supérieure est belle et les détails ne manquent pas. Entre les durites, la mise en peinture, le carbone et le badge McLaren en relief, c'est du très bon. Le coffre avant est une véritable galère à ouvrir, les charnières sont un peu résistantes et les ajustements étant très fins, la prise n'est pas aisée. Mais une fois ouvert, on a droit à un coffre tout à fait basique, de la moquette, des petits vérins, un petit peu de peinture. Enfin, c'est un coffre quoi. Un coffre bien représenté, mais c'est un coffre. Et comme j'ai pas grand chose à dire là-dessus, on va passer à l'habitacle, qui est appréciable dès l'ouverture de cette porte. Le joint tout autour de la porte est représenté, et au passage, on a toujours un aimant et le mini-vérin. Côté conducteur, on a même la plaque du modèle 675 LT, qui n'est pas une plaque numérotée. Côté passager, par contre, elle est fatiguée. Les moquettes sont particulièrement belles, le pédalier couleur alu, le tunnel central en carbone, qui respecte encore une fois le sens des fibres. Le tableau de bord est assez simple, mais réussi, grâce au plastique qui imite particulièrement bien l'Alcantara. À mon sens, il n'aurait pas pu faire mieux pour le volant, il est tout simplement magnifique. Les sièges baquets sont eux aussi très réussis, avec une mise en peinture pour simuler le cuir blanc.
Pour finir, l'arceau de sécurité est bel et bien présent, le ciel de toit est finement représenté, c'est probablement l'un des plus détaillés de ma collection. Vous me direz c'est un détail dont on se fiche pas mal, quand elle est exposée, on voit pas vraiment le ciel de toit. Bref, vous l'aurez compris, cette 675 LT a clairement de quoi séduire, mais la vraie question c'était, est-elle premium malgré le plastique ? Eh bien, oui, clairement. En termes de prix, AutoArt se positionne en véritable haut de gamme, et en termes de finition, c'est excellent. Les ouvrants sont presque toujours de la partie, les détails sont nombreux, fins et précis. De l'autre côté, la sensation de fragilité à la manipulation, les effets du temps et du soleil sur le plastique laissent dubitatif. Surtout que la décote en est grandement impactée. Et c'est pas pour le côté spéculatif, mais c'est rassurant de savoir qu'en cas de crise, on perd pas trop nos billes dans cette passion. Personnellement, j'espère vraiment qu'AutoArt reviendra un jour au métal, parce qu'une miniature, c'est un plaisir irrationnel. Objectivement, on n'a pas vraiment besoin d'une miniature, on a encore moins besoin qu'elle soit en métal, mais subjectivement, on a envie de miniature. Et on préfère largement le métal ou la résine. C'est sur cette conclusion que je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette présentation, j'en ai d'autres de prévues. Beaucoup d'autres. N'hésitez pas à me dire comment vous percevez ce choix de matière, et plus généralement les productions AutoArt. Et à la prochaine!